Tout à 5 km de Véry, l'hippodrome où il y a l'international, c'est pour ça que je me suis installé dans le coin. Ok, d'accord. Tu vas me raconter. Ouais, je peux. Ouais, ok. Tiens, branche là. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous ouvres les portes de chez toi ce matin. On est pas très loin de Saumur où tu es installé depuis quelques années déjà. Je vais essayer de te présenter rapidement et puis après tu compléteras mon introduction. On te laissera la parole pour nous parler un peu de toi, de ton parcours. Je vais mentionner quelques-unes de tes performances, les principales évidemment. En 2014, tu participais au JEM de Caen. 4 années plus tard, 2018, tu es médaillé de bronze par équipe, c'était à Tryon, aux États-Unis, au JEM aussi. Et tu terminais 7e en individuel d'ailleurs cette année-là. Au milieu de tout ça, il y a eu Pau 2016, le 4 étoiles, ta première victoire en 4 étoiles d'ailleurs devant Michael Young. Et cet été, tu étais membre de l'équipe de France au championnat d'Europe. Voici quelques-unes un petit peu des dates clés de ton palmarès. On pourrait rajouter que tu occupes aussi depuis 8 années, je crois, le poste de sélectionneur pour l'équipe de Thaïlande. C'est un poste qui t'a amené jusqu'à Tokyo cette année où tu as accompagné tes cavaliers. Est-ce que cette introduction est complète ? Et si ça l'est pas, je te propose en fait tout simplement de commencer cet échange en te présentant. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours ? Ouais, alors moi je suis cavalier professionnel. J'aime bien le dire comme ça parce que je trouve que c'est un métier aux multiples facettes. Ça veut dire que pour moi, cavalier professionnel, c'est 50% du temps à cheval et 50% du temps à pied. Quand on est à pied, on est chef d'entreprise, on est coach, on cherche des chevaux, on réfléchit à comment améliorer notre sport, comment améliorer notre entreprise, comment former des gens. Donc je pense que c'est vraiment 50-50 et qu'il faut optimiser vraiment ces deux parties. Si on fait que du cheval, à un moment donné, il nous manque des chevaux, il nous manque la structure, il nous manque l'organisation. Et puis si on ne fait pas assez de cheval, on n'est pas assez performant en concours. Donc il faut vraiment réussir à faire ça. Donc ça fait effectivement 10 ans que j'ai créé les écuries Livio. On va y revenir petit à petit, je pense, mais aujourd'hui c'est une grosse boutique. Il y a 80 chevaux, il y a 3 marcheurs, 2 manèges, 4 carrières. Il y a plus d'une quinzaine de salariés, donc c'est une grosse boutique, ça engendre beaucoup de responsabilités, pas mal de frais. Il faut réussir à mettre l'organisation en place pour gérer aussi bien la partie sportive et la partie entrepreneuriale. Donc voilà, je suis un cavalier professionnel qui fait du haut niveau, avec une boutique qui a à cœur de toucher plusieurs aspects de ce métier-là. Ça veut dire enseigner, trouver et valoriser des chevaux et puis faire du sport. Est-ce que tu pourrais nous dire, Maxime, à quel moment est-ce que tu as rencontré le cheval ? Comment et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis à monter à cheval ? Alors, j'ai écouté votre dernier podcast avec Pénélope qui disait qu'elle venait d'une famille qui n'était pas du tout équitante. Moi, c'est la même chose. A priori, quand on était en voiture et qu'on voyait des chevaux sur le bord de la route, je faisais pas beaucoup de caprices, mais j'en faisais là pour qu'on s'arrête et qu'on aille les caresser. Alors, ils se sont dit peut-être qu'il aime ça, et j'ai fait comme n'importe quel gamin, quoi. J'ai été dans un poney club à 3 ans, on tenait mon poney, puis je faisais un tour de manège, et puis après on a déménagé, j'étais dans un autre poney club, et puis ça m'a assez vite passionné. Je suis plutôt une famille de footeux, donc je faisais aussi un peu du foot à côté. À un moment donné, il a fallu prendre la décision de faire l'un ou l'autre. Ça a été mon père et mes parents m'ont dit évidemment oui, mais ils m'ont dit tu dois aller en parler à ton grand-père parce que pour lui le foot c'était important. Et c'est vrai que j'ai pris ce moment de manière assez solennelle d'aller lui annoncer que j'arrêtais le foot pour faire que du cheval. Il l'a très bien pris et c'était un de mes premiers supporters.
il découpait tous les articles de presse. Enfin, voilà, donc j'aurais bien aimé qu'il voit jusqu'où ça nous a emmené. Est-ce que tu peux nous dire, Maxime, quels sont tes principaux traits de personnalité, qui tu es dans la vie, à la fois peut-être à pied et à cheval. Voilà, comment est-ce que quelqu'un qui te connaît bien pourrait te décrire? Il faudrait leur demander, mais on va essayer de demander à Mathilde tout à l'heure. Je dirais que je suis assez concentré sur ce que j'ai à faire. J'aime pas trop, j'aime pas trop laisser la place au hasard. Ça veut dire que si je m'engage dans un truc, j'ai la responsabilité d'y arriver et je vais essayer de tout mettre en place pour y arriver. S'il faut que je dorme pas la nuit pour trouver une solution, je vais pas dormir la nuit pour trouver une solution. Donc je pense que des fois pour les gens qui sont autour, ça a ce côté obsessionnel d'y arriver, de trouver une solution, ça fait que c'est pas toujours évident, je pense, pour les gens qui sont autour de moi. Mais à côté de ça, vu que j'essaye de vraiment organiser mon temps, mes journées, j'arrive assez bien à compartimenter maintenant, surtout depuis qu'on a des enfants, parce que ça change quand même pas mal l'ordre des priorités et des choses. Donc voilà, j'essaie quand je suis au bureau avec Elsa à travailler sur un truc, j'essaie d'être que là-dedans. Quand je monte à cheval, je réponds pas au téléphone et puis je fais que du cheval. Et puis quand je suis avec mes enfants, j'essaie d'être qu'avec mes enfants. Et puis j'essaie de compartimenter comme ça pour faire ce que je fais à fond et pas à moitié. Mais je pense que du coup, c'est vrai qu'il y a forcément des fois où des choses empiètent les unes sur les autres, que c'est pas facile. J'aimerais bien qu'on ait parfois un peu plus de temps pour nous avec Matou et les enfants, mais on arrive aussi à en avoir, même si c'est rare et pas souvent, mais on arrive quand même à en avoir. Donc je dirais que je suis un peu obsédé par le travail et pas du tout par la réussite, mais plutôt par le fait de réussir les projets dans lesquels je m'engage. Ça veut dire que si un propriétaire m'amène un cheval et souhaite le vendre, je vais me mettre dans une démarche de valoriser le cheval, mais en discutant avec lui sur à quel moment ça sera possible de le vendre, pour faire du bon boulot pour le cheval, pour le futur acheteur, pour le propriétaire. Et si à un moment donné il y a un nœud dans ce parcours que j'avais imaginé, je vais vraiment réfléchir, trouver 10 000 solutions pour arriver au projet dans lequel je me suis engagé. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour l'entreprise. Moi, je disais que j'avais beaucoup de salariés, mais ça me tient à cœur. C'est difficile de trouver des gens compétents. J'ai une super équipe de gens très compétents, mais du coup, pour les garder, il faut faire attention à eux. Ça veut dire comment leur vie elle change. Est-ce qu'ils ont un chéri? Est-ce qu'ils n'ont pas un chéri? Est-ce qu'ils gagnent assez d'argent, où est-ce qu'ils en sont dans leur temps de travail? Et toute cette attention à cette équipe-là, c'est une obsession de plus qu'il faut réussir. Et donc, j'ai pas mal d'obsessions qui tournent dans la tête. Maxime, entre le moment où tu commences à monter à cheval, à poney à 3 ans, et puis aujourd'hui, se sont passées quand même quelques années, et notamment une étape qui, je crois, a été assez importante dans ta vie et dont on aimerait parler avec toi. Ça a été un peu l'étape, la case Saumur. Tu étais membre du pôle espoir à l'ENE. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu un état des lieux de ce parcours-là, et aussi de ce que cette petite étape, pas petite, mais cette étape importante à Saumur t'a apporté aussi dans la construction de ta carrière sportive et professionnelle? Donc c'est vrai que j'ai passé un bac scientifique à Dijon. J'avais un cheval à l'époque qui faisait les juniors. J'avais dû faire un championnat d'Europe à Pratoni. Il se posait la question de qu'est-ce que c'est après. Mes parents, c'était flou pour eux ce métier-là. Donc moi aussi j'étais dans une période où je réfléchissais pas mal à ce que j'avais envie de faire. Je savais pas trop, j'hésitais entre vraiment me lancer dans les chevaux ou un tout autre parcours qui aurait été des études de philo. On y reviendra peut-être.
et c'est vrai que j'ai fini par dire ok, je me lance dans les chevaux. Donc mes parents se sont un peu renseignés, on dit ok, il y a une école qui est la plus réputée en France où tu peux avoir des diplômes assez rapidement, passer une licence en même temps, ça leur tenait à cœur parce que si au bout des 3 ans de formation je voulais changer, il y avait moyen de reprendre des passerelles vers d'autres études, donc ça c'était important et c'est comme ça qu'ils m'ont donné leur feu vert. Et donc après je suis arrivé à Saumur. Le pôle France n'existait pas la première année. C'est Philippe Mull qui était entraîneur de junior jeune cave qui s'est dit quand même j'ai quasiment tous mes meilleurs cavaliers juniors et jeunes cavaliers qui sont à Saumur en formation. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à créer quelque chose pour les aider à s'entraîner et à être meilleurs en équipe de France. Donc sur la 2e année, le pôle France s'est créé, que j'ai intégré. C'était Jean-Luc Force qui était DTN à ce moment-là, qui m'a aidé à trouver un cheval super. J'en remontais 3, je finissais à 9h, je recommençais tous les jours. Mais je pense que ça a été une très bonne école parce que le fait que ça marchait sportivement, qu'à l'ENE ça marchait bien et puis que la petite écurie que je lançais ça marchait bien, comme je vous disais tout à l'heure, je m'engage dans un truc, je le fais à 300%. Voilà, je l'ai fait à 300%, ça a bien marché jusqu'au jour où j'ai eu mes diplômes, j'ai passé 5 ans au pôle avec des championnats d'Europe, des premières perfs seniors et l'écurie que je louais était trop petite, donc il fallait passer à autre chose et c'est là qu'on est arrivé ici en pensant louer au départ et puis finalement il y avait trop de travaux à faire. On a discuté avec le propriétaire qui nous a dit finalement je suis vendeur et j'ai appelé mon père qui m'a dit on va se renseigner de ce que ça vaut. On a essayé de faire une proposition un peu en dessous de ça, il a accepté. Puis c'était un peu panique à bord. On n'avait pas prévenu, on n'avait rien entamé comme démarche vis-à-vis des banques. On n'était pas prêt à acheter quelque chose. Mais l'occasion était trop belle, donc on a tout fait en accéléré. Mes parents ils se sont portés garants de cette aventure-là. Mine de rien, la petite expérience professionnelle que j'avais dans l'écurie faisait que j'amenais quand même déjà une activité là. Et puis on a démarré. Et puis après, ça a été très très vite pour tous les autres projets. Maxime, tu as connu de très grands succès et nombreux succès assez jeunes. À 27 ans, tu étais numéro 1 français et 5e mondial dans la discipline du concours complet. Tu avais déjà un palmarès assez étoffé avec de nombreuses victoires en national et en international. En 2013, tu rentres dans le groupe France Senior. Alors déjà, est-ce que tu as ressenti une certaine pression assez jeune et comment est-ce que tu as su la gérer ? Je crois pas que j'avais de pression, j'avais beaucoup d'envie. D'ailleurs, ça m'a joué des tours juste après cette période-là, autour des Jeux de Londres où j'avais des chevaux qui auraient pu y aller et puis à vouloir trop prouver, j'ai cassé mes 3 chevaux de haut niveau cette année-là et je me suis retrouvé à la fin de l'année à faire les 4 ans et à réfléchir un peu à ce que j'avais fait de mal et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai changé beaucoup de choses après ça. Mais j'avais beaucoup d'envie, pas beaucoup de pression parce que quand t'arrives, si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu es en train d'apprendre. Donc il n'y a pas beaucoup d'attente autour de tes résultats. Il y a plus est-ce qu'il va y arriver ou pas. Mais ça, moi, à partir du moment où j'avais la chance d'avoir des bons chevaux, j'étais bien encadré. J'avais plus qu'à travailler et puis à chaque fois qu'on a fait ça, ça a plutôt bien marché. Donc j'avais pas trop de pression, juste beaucoup d'envie et je pense que cette envie-là, jusqu'à cette fameuse année où j'ai cassé beaucoup de chevaux, elle a toujours été plutôt source de progrès et d'avancée assez rapide. Et puis quand il y a eu cette année où j'ai abîmé des chevaux, ça c'est vraiment un truc qui est très difficile à vivre pour moi parce que si je casse un cheval, pour moi c'est que je l'ai ou mal engagé, ou mal entraîné, ou mal monté, mais il y a toujours une explication qui revient sur moi. Donc je m'en rendais pas compte jusque-là parce que j'étais un peu dans l'euphorie du truc, que j'en avais jamais cassé, que ça paraissait tout facile. Et puis en fait quand on arrive à haut niveau, surtout en complet, on commence à mettre des chevaux dans des zones de travail qui sont exigeantes pour eux.
Et s'ils ne sont pas parfaitement mûrs physiquement ou mentalement, s'ils ne sont pas parfaitement entraînés, ça veut dire pas trop, mais pas sous-entraînés non plus. Bah, cet équilibre-là, il est très difficile à trouver et je pense il faut être encadré, mais il y a aussi l'expérience et le ressenti qu'on a qui fait qu'on améliore ça. Et moi, j'y suis allé franco, à fond la caisse, regardez-moi, je vais aller aux Jeux Olympiques. Et puis finalement, j'étais tout seul chez moi avec mes cheveux cassés. Et là, c'était un moment difficile, mais je pense qu'il m'a énormément servi. C'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai que nous, dans notre podcast, on essaye de revenir à la fois sur les victoires et les grands moments et aussi sur les périodes d'échecs qui font forcément avancer. Comment est-ce que tu as pris, j'imagine, beaucoup de recul sur cette période-là? Comment est-ce que ça t'a fait avancer? Quelles questions, justement, est-ce que tu t'es posé après ça pour te dire, faut pas que ça recommence et le travail, il faut qu'on le fasse mieux, peut-être moins vite, mais voilà, mieux. En fait, je pense que j'en ai eu plusieurs. J'ai eu cette année-là où j'ai cassé des chevaux. Il y a eu en 2009, avant ma première sélection senior, j'ai eu un grave accident où j'ai fait du fauteuil roulant et puis finalement, 3 mois après, j'étais sur mes jambes. Mais les 15 jours où tu fais du fauteuil roulant et le matin, quand tu te réveilles, tu peux juste appuyer sur un bouton et il faut qu'on vienne te sortir du lit et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que sauter de son lit le matin pour aller faire sa journée, c'est un luxe, quoi. Et du coup, comme ça m'est arrivé, là aussi, je me suis dit, va falloir un petit peu réfléchir. Et tant que ça nous est pas arrivé, on en a conscience, mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut tourner. Donc il y a eu ça pour moi, il y a eu cette année en 2016 pas 2016, en 2012 pour les Jeux de Londres, où ça a été du côté de mes chevaux. Après il y a eu l'épisode de Caen. Mais j'ai l'impression que à chaque fois ça m'a mis un coup, puis grâce à l'entourage que j'ai, que ce soit tous mes parents, mon équipe, mes propriétaires, mes partenaires, dans toutes ces étapes-là, tous ces gens-là, ils sont restés d'une solidité incroyable, presque comme si de rien n'était, en étant attentifs. Je parle pas beaucoup quand j'ai des soucis, et ils respectaient ça, mais toujours en me tendant la main, en disant on est là, on est prêt. Et du coup, je me suis servi par moment de Matou, par moment de mes parents, par moment de mes amis, par moment j'ai discuté avec d'autres. Moi, je sais que par exemple, si je reviens sur l'année où j'ai cassé mes chevaux, après ça, j'ai été travailler un peu chez Nicolas Touzin, et là-bas, j'ai vachement appris. J'ai appris vachement de choses avec Jean-Yves, son père, sur comment on nourrit un cheval, comment on regarde s'il va bien, comment on voit s'il monte en puissance ou pas. J'ai appris avec Nico la gagne. Chez Nico, c'est hallucinant. Hein, quand je me souviens d'un grand national où il était deuxième, troisième, quatrième, tout le monde se faisait la gueule parce qu'il n'avait pas gagné. Il s'était gagné. Par contre, on gagnait les 4 ans, on buvait un coup, on était deuxième, troisième, quatrième du grand national, on ne buvait pas de coup. Il n'y a que la victoire qui compte, et ça, c'était aussi un bel apprentissage. Et puis j'ai vu surtout comment il préparait ses chevaux, comment il les galopait, et je me suis rendu compte que je ne faisais pas tout à fait comme ça, et du coup j'ai vraiment essayé d'apprendre de cette période-là, et j'ai pas mal changé ma façon de faire. Donc d'un problème qui m'est arrivé, une fois que le coup de massue est passé, grâce à mon entourage, on a toujours réussi à trouver des solutions. Des fois, la première n'était pas la bonne, mais ça ouvrait des pistes pour la deuxième, la troisième, et puis la quatrième, on trouvait un certain équilibre. Après, moi, il y a un truc, des fois, Matou, elle me dit que je ne suis pas assez euphorique quand j'ai une perf, ou que je ne suis pas très démonstratif, mais en fait, j'essaye d'avoir la même analyse que je gagne ou que je rate, parce que pour moi, même quand on gagne une épreuve, il y a des choses qu'on a ratées. Et c'est pas parce qu'on a gagné qu'on a tout fait bien. Et du coup, je pense que la gestion de ses émotions pour faire du sport, elle est hyper importante. Steve, qui est le coach des élèves, il dit il n'y a pas de sport sans émotion, mais il n'y a pas de sport sans gestion des émotions. Et je trouve que c'est une belle phrase et qu'il a raison. Mais je pense vraiment que moi, quand je saute le dernier d'un parcours, que je sois maxi ou que j'ai eu un refus, je suis en train de me dire ça j'ai réussi, ça j'ai raté. Je
pas en train juste de profiter du résultat. Et c'est pour ça que des fois je passe la ligne et puis que j'ai gagné ou pas, on n'a pas l'impression que je sois très content, mais en fait si, mais j'essaie toujours d'être dans une espèce d'analyse qui permet que, parce que des fois on gagne mais en ratant des trucs, et si on s'en rend pas compte, le coup d'après on va pas gagner. Donc moi j'essaie toujours de me dire, là j'ai gagné, c'est bien. Par exemple, si je reprends la perte de Caruso la semaine dernière, c'est ce que j'ai dit à Matou, je lui ai dit, là on était 20, le cheval il a fait un super concours par rapport à ce qu'il était prêt à faire, mais n'empêche que je dresse à 27, je finis à 35, j'ai 8 secondes sur le cross, j'ai 4 points au CSO. Je lui dis ça, si l'année prochaine je refais une perf comme ça sur un 4 étoiles long où il y a plus de concurrence, je vais finir 15e. Par contre, si je continue à grappiller quelques points en dressage et que je corrige les 2 trucs que j'ai pas bien fait, il peut être sur le podium d'un 4 étoiles long. Mais si on se contente juste, je suis 2e, c'est super, tout le monde me félicite, et qu'on n'ouvre pas les yeux sur ce qu'on a fait de bien, il faut le savoir, mais ce qu'on a raté, je trouve qu'on peut vite laisser des choses en route, quoi. On sent que tu te remets beaucoup en question, peut-être c'est ton côté philo aussi. Il y a un sujet que tu as mentionné, et comme tu as aussi mentionné que tu avais écouté l'épisode avec Pénélope, je vais faire le parallèle. Tu parlais de Caen, que c'était aussi une période compliquée. On a évoqué un peu l'après-Tokyo avec Pénélope et surtout les réseaux sociaux. Comment toi tu as vécu cette période-là hors sportive? Là on a beaucoup parlé un petit peu de ta gestion, un peu des erreurs sportives, de comment s'améliorer et tout, mais comment tu gères aussi la visibilité, la notoriété, l'exposition que vous êtes obligés un petit peu de gérer aussi, vous les cavaliers de haut niveau, les sportifs de haut niveau tout simplement. Est-ce que tu t'es retrouvé aussi dans l'épisode de Pénélope par exemple, ou est-ce que toi tu as une gestion totalement différente de cette visibilité-là? Je pense qu'il y a un avant-camp et un après-camp. Ça veut dire que, comme je disais, j'avais énormément envie de montrer que j'avais des bons chevaux, que j'étais capable d'être un bon cavalier, et l'envie de le montrer, ça fait que j'étais présent dans beaucoup de médias. En fait, je répondais favorablement à tout, et en fait, on se rend compte que tant qu'on rate rien entre guillemets, ces médias-là c'est plutôt une aide. Et puis, mais il y a vite un retour négatif si jamais on rate quelque chose et donc après tout ce qui s'est passé à Caen, ça a été long parce qu'en fait nous on a essayé vraiment de se défendre jusqu'au bout, et chose qui était, j'avais discuté avec Philippe Guerda à l'époque, qui m'avait dit, tu sais, tu devrais pas te battre parce que dans tous les cas tu auras une sanction, et dans tous les cas tu vas devoir la vivre cette sanction, mais si tu te bats 6 mois et que tu prends 6 mois, tu vas être arrêté 1 an, alors que si maintenant tu dis ok je laisse tomber, tu vas prendre 6 mois et dans 6 mois tu es à cheval et on n'en parle plus. Et moi ça m'était complètement insupportable en gros juste de dire d'accord, parce que c'était pas possible. L'injustice c'est vraiment dans tous les domaines, et moi j'ai plutôt toujours eu de la chance, mais par rapport à beaucoup d'autres gens dans la vie qui ont moins de chance et qui vivent beaucoup d'injustice, je parle pas du cheval et je parle de la vie en général, mais c'est vrai qu'après ça, quand j'ai vu il y avait beaucoup de gens que j'avais l'impression qui étaient derrière moi, qui me soutenaient, et en fait j'ai vite fait le tri entre ceux qui ont retourné leur veste, ceux qui, le cercle dont je parlais qui a toujours été aussi solide, aussi autant derrière moi, et puis il y a tous les intermédiaires qui ont été neutres, mais donc du coup après ça je me suis dit, il y a déjà tous les avis ne m'intéressent plus, il y a l'avis de certaines personnes qui comptent énormément. Ça veut dire que si eux demain ils viennent me dire là ce que tu fais ça va pas, je vais tout remettre en question, je vais réfléchir. Par contre si les gens en dehors de ce cercle là m'aiment ou même pas, aiment ce que je fais ou même pas ce que je fais, ça m'importe peu. Ça m'importe peu parce que je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et l'important c'est que dans le... dans le cercle serré des gens
dont la vie compte beaucoup. Il y a pas que des gens du cheval, il y a ma famille, il y a mes parents, il y a des amis, et ces gens-là, ils peuvent avoir un droit de regard et un avis sur tous les aspects de ma vie, et je les écouterai dans tous les cas. En dehors de ça, c'est pas très important. Et j'ai fait un peu pareil dans ma gestion des médias. Je montrais beaucoup mon système, les choses que je faisais, et en fait, je me rends compte que ça apportait peu, mais que ça pouvait coûter beaucoup. Donc du coup, j'ai fait attention à être un peu moins dispo pour les médias, à choisir un peu plus les médias qui pouvaient présenter un intérêt pour moi plutôt que moi présenter un intérêt aux médias. Et je trouvais que ça a été un vrai tournant dans ma façon de gérer mon image et ce que j'avais envie de donner. Avant, je réfléchissais pas. C'est comme avant d'avoir cassé mes chevaux, je réfléchissais pas, j'y allais. Et donc mon père, il m'a dit un truc qui a été assez important. Mon père, c'est un chef d'entreprise qui travaille dans le développement durable depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant, et il a beaucoup fait grossir son entreprise, et puis il m'a dit, tu sais, moi j'ai dû attendre d'avoir 40 ans pour avoir un pépin dans ma boîte qui a fait que j'ai fait le tri dans mes relations. La chance que tu as, toi, c'est que ça t'arrive à 25 ans, bah, tu vas gagner 15 ans par rapport à moi. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de tourner cette histoire dramatique en quelque chose de positif. On a beaucoup parlé de toi, Maxime, de ton entourage, de ta façon de gérer les choses et tes émotions notamment. On va un peu aborder la question de ton système. On en parlait au début, des écuries qui sont aujourd'hui des grosses écuries. Dans le concours complet, on parle souvent qu'il y a un peu deux systèmes. Des cavaliers qui peuvent s'illustrer grâce à un bon cheval, un crack, et qui seront à haut niveau pendant un temps plus ou moins long. Et d'autres cavaliers qui arrivent à former, gérer d'autres chevaux, plus de chevaux, un piquet de chevaux qui est important. Toi ici tu as beaucoup de chevaux, tu sembles avoir à la fois des cracks, je pense notamment à ton cheval Happy du Libère, qu'on voit beaucoup sur les grosses échéances, mais j'ai l'impression que tu es toujours quand même accompagné de bons chevaux performants le reste de la saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système-là? Comment est-ce que tu fais, toi, pour avoir toujours justement des chevaux et t'illustrer à bon niveau, tout en continuant à performer avec des très très bons chevaux, sans délaisser le reste. Voilà. Quand on a commencé à vouloir avoir ce projet-là, moi j'ai toujours dit à mes parents que je trouvais qu'être numéro 1 mondial, c'était un gage plus important de la qualité de tout un système plutôt que effectivement avoir une médaille même si j'en ai pas, et la preuve c'est que j'ai eu beaucoup de classements 5 étoiles, des podiums et tout, j'ai pas encore eu de médaille contrairement à d'autres, de grandes médailles en tout cas. Et donc du coup quand on a commencé à regarder, c'est là où mon père il a vraiment son rôle là-dedans, c'est que c'est lui qui va regarder le règlement du classement mondial, c'est lui qui va regarder comment ceux qui sont tout le temps dans le top 10 mondial ils font, combien ils ont de chevaux, quels résultats comptent pas, etc. Et du coup tous les ans, au départ on a fait un